Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Aujourd'hui, pour le 24e épisode du podcast L'arène des vendeurs légendaires, je reçois Jean-Paul Jacquet de Alias Formaco. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Bonjour Marc. Comment vas-tu déjà ? Je vais très bien, je suis en pleine forme. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, j'ai passé la soixantaine, je suis depuis 2015, début 2016, formateur dans le cadre de l'organisme de formation dont tu as donné le nom, que j'ai créé il y a 6 ans maintenant, après avoir fait une carrière de commercial pendant 30 ans. Et mon organisme de formation me permet de continuer de rester commercial, d'abord parce que je suis bien obligé de vendre mes formations, et deuxièmement parce que ça ne traite uniquement que de la chose commerciale auprès des vendeurs et commerciaux B2B que je rencontre. D'accord. Tu es installé à Lyon, c'est ça ? Absolument. D'accord. À Lyon, avec une implantation en région Rhône-Alpes historiquement, mais avec des déplacements réguliers là où nos clients nous emmènent. D'accord. Tu es issu, je pense, du milieu de la logistique, le transport, me semble-t-il. Absolument. Absolument. J'ai commencé par apprendre à fabriquer le produit, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire j'ai fait d'abord un cursus d'exploitant, puis de responsable d'exploitation, les camions, les tournées, les chauffeurs, l'activité, le flux, voilà, tout ça. Et sauf qu'au bout de 3 ans, je trouvais que c'était un petit peu rébarbatif et usant. Et j'ai basculé après dans un service d'affrètement qui, grosso modo, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est grosso modo du négoce. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté du téléphone des gens qui ont des expéditions, des marchandises à expédier, et de l'autre côté des gens qui ont des capacités. Globalement, on met ça ensemble et c'est une activité très commerciale puisque ça fonctionne beaucoup sur l'argumentation, l'avantage que le transporteur peut offrir par rapport à un autre, etc., ou que l'affréteur peut offrir par rapport à un autre. Donc j'ai développé mon activité de responsable de service en allant voir des clients et en conquérant de nouveaux. Et j'avais pas de formation spécifique commerciale à l'époque pour ça, mais comme j'avais quelques succès, mon patron me disait tu es fait pour le commerce, tu peux être un cadre commercial, etc. Je vais te proposer à la direction commerciale pour que tu puisses intégrer le staff des commerciaux B2B. Ce que j'ai fait de plein gré, et c'est là que je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus mauvais que je ne l'imaginais, tout simplement parce que après, quand il fallait vendre une gamme de produits et qu'il fallait rentrer en contact avec des acheteurs professionnels ou des directeurs des achats ou des directeurs logistiques ou industriels, là, je me suis aperçu que j'avais pas de technique de vente, j'avais très peu d'argumentaire, je savais pas closing. Le closing, c'était un truc que je connaissais pas. Je ne savais pas engager l'autre à signer. Et je suis retourné devant mon patron en lui disant désolé, mais si on continue comme ça, je ferai pas l'affaire, quoi. Donc je veux être aidé. Et pour le coup, j'ai dû être persuasif parce que ma demande a été entendue et j'ai fait un cursus d'un équivalent Bac+3 sur la partie développement des développement et négociation des opérations commerciales. Qui a révolutionné mon existence. C'est-à-dire que j'y ai fait 30 ans là-dedans, tout simplement parce que j'avais des fondements, j'avais des basiques. Voilà. Et ça m'a permis de performer dans le monde du transport et de la logistique chez plusieurs employeurs jusqu'en 2015.
D'accord, donc t'es resté dans ce secteur-là principalement tout au long de ta carrière. Oui, mais sur le versant commercial du dossier, c'est-à-dire que moi je n'ai vu le transport et la logistique qu'à travers le prisme commercial. Comment on vend les prestations, comment on les argumente, comment on contractualise pour 3 ou 4 ans avec un industriel, etc., etc. Mais mon métier de commercial n'aurait pas été aussi passionnel, je pense, si j'avais pas été profondément amoureux d'un secteur d'activité. D'accord, ok. Et c'est après le souhait de transmettre ce que tu as appris au niveau commercial qui t'a donné l'envie de créer ton organisme de formation ? Alors, 2 choses. Ce que tu viens de dire est une évidence, hein, l'envie de transmettre, parce que c'est un métier fabuleux qui me nourrit encore, dans le sens où je m'oblige à faire du commerce régulièrement pour aller d'abord vendre mes formations parce que j'en ai besoin, mais aussi parce que je pense que ce contact professionnel qu'est l'entretien de vente avec un prospect ou avec un client, c'est un carburant, quoi. Voilà, sauf que pour en vivre, pour vivre pleinement l'expérience, il faut avoir des fondements. Et le deuxième élément, c'est celui-ci, c'est justement, j'aurais pas fait la carrière que j'ai faite si j'avais pas remis le métier sur l'ouvrage, si j'avais pas été entendu pour perfectionner mes compétences. Donc, moi, j'ai été entendu, certains ne le sont pas, et puis certains n'en estiment pas avoir le besoin. Donc, on fait avec ce qu'on a toute sa vie, et aujourd'hui, le métier de commercial a complètement changé. On est vraiment dans un métier de pointe aujourd'hui, de technologie avancée, y compris dans les techniques de vente et de négociation. Et je crois qu'il faut que la population de commerciaux qui nous écoutent se disent que s'ils sont approximatifs aujourd'hui, ils risquent d'être obsolètes dans 5 ans. Et moi, je voulais apporter aux commerciaux terrain qui tous les jours montent dans leur voiture, je voulais leur apporter des solutions qui soient issues du terrain, en leur disant, si tu sais pas faire ça, si tu sais pas faire une phase de découverte, si tu te contentes de 4 questions, t'as pas d'avenir ou t'as peu d'avenir. Donc, je peux te montrer comment on peut faire une phase de découverte avec 12 ou 15 questions et avoir un résultat encore meilleur que ce que tu as aujourd'hui, ce qui te permettra de faire une offre encore meilleure. Hein, mais après, il faudra que tu argumentes de façon encore meilleure, etc., etc. D'accord. Donc voilà, il y avait, pour répondre à ta question, le besoin effectivement de transmettre, mais aussi celui d'approfondir et de permettre aux commerciaux d'être meilleurs. Ok. Allez, on va démarrer l'entretien du podcast. Jean-Paul, tu sais que ce podcast parle du mental dans la vente. Oui. Donc, première question, quelle est selon toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur ? La pugnacité. La pugnacité parce que ce n'est pas parce que j'existe et que j'ai rencontré quelqu'un que cette personne va forcément me faire confiance. Il va falloir que je sois pugnace dans un certain nombre de domaines de communication notamment, hein, et que je sache lui parler de lui et pas de moi. Et cette pugnacité-là, aujourd'hui, on la trouve pas partout. Rencontrer du monde juste pour le rencontrer, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on attend de nous. Ce qu'on attend de nous, c'est la signature. On oublie parfois ce genre de choses. L'acheteur, par exemple, a l'obligation d'acheter au mieux pour son patron, pour son entreprise. Et ben le commercial, il a l'obligation de vendre au mieux pour son entreprise et de reproduire ça régulièrement. Donc sans cette pugnacité, c'est vraiment compliqué. Et comme tu parles du mental et c'est un sujet passionnant. Mais ça veut dire qu'il faut que tu mettes dans ta tête un certain nombre de choses positives tous les jours, ce qui n'est pas toujours évident non plus. C'est clair. Je suis en train d'écrire un article sur l'optimisme justement dans la vente en ce moment et c'est un vrai sujet. Hein. Absolument. Tu connais certainement, et je pense que certains de nos auditeurs connaissent Michael Aguilar, qui est un cador dans son domaine et qui aujourd'hui est un conférencier hors pair sur le sujet. Je l'ai vu il y a 2 ans dans une de ses conférences où il a fait 25 minutes sur le sujet. C'était le premier, je crois, que j'entendais parler de ça de façon aussi approfondie, en disant qu'est-ce que tu mets le matin dans ton petit déjeuner. C'est aussi important que qu'est-ce que tu mets dans ton cerveau tous les matins. Si tu regardes BFM TV tous les matins et que le monde s'écroule chaque matin,
qu'est-ce que tu vas dire à ton premier client? Et je trouve que c'est vraiment ça, quoi. Comment on se nourrit mentalement du métier que l'on fait. Et si on traîne notre misère, c'est communicatif. Hein. C'est sûr. Donc effectivement, le mental est capital. Si tu dois résumer la vente en un verbe, quel serait-il? Je pense que c'est communiquer. Alors, communiquer, c'est vraiment un passe-partout, mais dans cette communication, il y a vraiment plusieurs choses. On n'est pas que des vendeurs de solutions, on est aussi des vendeurs de relations. Moi, quand les gens me disent « j'aime bien votre démarche », ça m'arrive, pas tous les jours, mais ça m'arrive que des gens me disent « j'ai bien aimé votre écoute active », par exemple. C'est déjà la première vente que j'ai réalisée et qui me transcende, c'est de me dire l'impression que je lui donne est bonne et on doit pouvoir se faire confiance encore de façon encore plus approfondie. Pour moi, c'est vraiment important, quoi. Donc oui, la vente, elle se gagne en grande partie par la confiance. Okay. Donc cette communication, elle doit pas être tournée vers la solution. Chez nous, voilà. On parle que de nous et peu du client. Et quand on écoute activement, on se retrouve avec des gens qui nous disent ça me plaît bien, là, votre attitude me plaît bien, c'est ça que ça veut dire. Et donc c'est un préalable pour pouvoir continuer. C'est un véritable échange, quoi. Absolument. Okay. Absolument. Jean-Paul, moi je pense que les commerciaux, les meilleurs commerciaux en tous les cas, ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Ils sont en mission. Alors j'ai parlé de Miguel Aguilar tout à l'heure. Il raconte une histoire que je vais me permettre de te raconter parce que je la trouve sympa. Il va souvent, quand il fait une conférence dans une entreprise où il y a des commerciaux en grand nombre, il demande toujours à voir le meilleur commercial de l'entreprise. Et il raconte donc une fois dans une entreprise qui fait de l'assainissement d'eau, ils vendent des solutions pour rendre l'eau plus pure. Le PDG lui présente donc la meilleure commerciale de l'entreprise. Voilà, le meilleur commercial était une femme et il l'invite à déjeuner ou à dîner, je sais plus, à dîner, je crois. Bref, voilà, ils vont dîner tous les deux ensemble et il la questionne sur ce qu'il a fait vivre, ce qu'il a fait vibrer, et il dit je la sentais animée, je la sentais complètement habitée par sa mission, à tel point qu'elle a demandé une carafe d'eau et quand la carafe d'eau est arrivée, elle a demandé au monsieur du service si l'eau était filtrée. Si l'eau était filtrée, il était 21h30 et elle était encore habitée, imbibée, complètement entreprise par sa mission, puisque elle a dit je veux voir le patron, vous pouvez pas vendre de l'eau qui n'a pas été filtrée dans un restaurant. Et lui raconte cette histoire de façon un peu, c'est du storytelling, mais il dit, ce jour-là, j'ai compris que les meilleurs avaient quelque chose de plus dans la motivation, c'est qu'ils faisaient complètement corps avec leur mission. Je suis intimement persuadé de ça. Il y a ceux qui se lèvent le matin pour dire on est les meilleurs et on va signer des deals, et puis il y a ceux qui disent j'ai une mission et cette mission je dois l'amener à bien. Okay. Je l'ai entendu aussi, Michael, à ce sujet, pour rebondir sur ce que tu dis, dire que le commercial qui ne se sent pas investi d'une mission ne tiendra pas plus d'une saison. Absolument. J'ai bien aimé cette... Mais je crois que c'est ça. Hein. Il y a des gens qui sont persuadés que leur solution va changer le monde. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ces gens-là, du matin au soir, ils combattent pour la raison pour laquelle ils sont en face des autres. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est vrai. Quelle est ta vision, Jean-Paul, du métier commercial en 2022 ? Alors, j'ai fait un post sur LinkedIn il y a quelques jours sur le sujet. J'ai l'intime conviction que l'expert continuera d'exister, mais qu'il n'y a pas de place pour ceux qui ne sont pas des experts. Et j'étaye ça sur la base d'une rencontre que j'ai eue il y a quelques jours avec un DG et une DRH d'entreprise qui ils sont dans une impasse aujourd'hui suite à des situations inflationnistes dans certains de leurs contrats et ils ont en phase de négociation aujourd'hui, ils sont mis au pied du mur, on leur dit c'est soit vous révisez vos tarifs de 3 à 8%,
à la baisse, soit on mettra fin à nos contrats, quelles que soient les conséquences juridiques. Donc moi j'ai été un peu surpris d'entendre ça et j'ai demandé mais qu'est-ce que vous avez mis dans votre négociation ? Comment vous tenez tête à ces gens-là en termes de négociation ? La négociation, c'est se mettre au niveau de l'autre et puis essayer de contrer ses arguments et essayer de le faire revenir à la raison. Et il me répond, nos commerciaux ne sont pas n'excellent pas en négociation parce qu'ils ont grosso modo jamais eu besoin de négocier. Nos tarifs étaient généralement acceptés et nous étions généralement considérés parmi les meilleurs. Donc on ne s'est jamais posé la question de l'efficacité en négociation. Aujourd'hui, elle se pose. Et aujourd'hui, malheureusement, le constat est de dire, non, là, on n'a pas les hommes qu'il faut. Sauf que ces gens-là sont en fin de carrière c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, l'entreprise n'a pas fait évoluer les capacités commerciales de ces garçons et de ces filles et que quelque part, ils sont dans une impasse, quoi. Donc, ma conclusion, c'est de dire aujourd'hui, s'il n'y a pas de formation en permanence sur un certain nombre d'éléments qui composent la démarche commerciale, on rentre dans une obsolescence qui n'a pas de retour. C'est-à-dire que c'est plus possible. Au moment où on constate cette obsolescence, c'est malheureusement terminé. Voilà. C'est ça, je suis d'accord avec toi. La société avance tellement vite, pourquoi le métier commercial évoluerait pas aussi vite ? Et si tu remets pas à jour tes connaissances et si tu te formes pas, comme tu le dis, l'obsolescence est programmée, comme dans les appareils électroménagers. Exactement. Alors, dans les appareils électroménagers, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit souvent que c'est voulu. Pour le cas, c'est vraiment voulu aussi. La hiérarchie a fait des économies monstrueuses sur des journées de formation qui n'ont jamais eu lieu, donc ils n'ont pas dépensé de budget. Le business va bien, donc le commercial ne se pose pas de questions. Et puis un beau jour, on s'aperçoit qu'effectivement, on est dépassé par des gens qui sont meilleurs, plus pointus, plus incisifs, qui ont monté leur niveau de compétence. Et là, c'est catastrophique. Voilà. Alors, je fais souvent le parallèle avec les acheteurs. C'est un milieu que je connais bien, avec lequel je me suis souvent confronté, et je lis souvent la newsletter du magazine Décision Achat, qui est un magazine dédié aux acheteurs, mais tu peux t'abonner, tout le monde peut s'abonner à la newsletter. Après, il faut acheter le magazine si on veut aller plus loin. Mais je m'aperçois de deux choses qui, moi, m'interpellent. C'est que dans la population des acheteurs, on s'entraîne souvent. Souvent, on entretient notre technique d'achat entre nous, entre acheteurs. Souvent, on le fait avec un manager des achats qui anime tout ça, une demi-journée tous les mois ou une journée tous les 2 mois. Bref, on travaille. J'ai jamais vu faire ça. Je l'ai vu une fois, ça devait être dans les années 90, ça fait longtemps que c'est passé. Je l'ai vu une fois, mais on ne fait jamais ça chez les commerciaux. Très rarement. C'est même plutôt le contraire. On voit plutôt des gens qui, à 40 ans, vous disent « Attends, moi, ça fait 20 ans que je fais ce boulot, tu vas rien apprendre. » Donc là, on est plutôt dans une espèce de déni. J'ai appris une fois et je sais pour toute la vie. Ça, c'est complexe. Et puis, il y a un deuxième élément qui est malheureusement important, c'est que ce serait un aveu d'échec que de retourner en formation ou que d'aller apprendre des choses. Et on fait pas ça. Quand on est commercial, on fait pas ça. Donc c'est une conviction qui est ancrée. La culture, c'est plutôt la culture de l'acquis, et c'est pas la culture de ce qui est à venir. Et en face de nous, on a des acheteurs qui reçoivent 3 commerciaux par jour, avec tout le challenge que ça peut engendrer. Donc c'est des gens qui s'obligent à être tout le temps au top. Voilà. Ce qui explique aujourd'hui qu'avec 5% d'inflation, on commence à avoir des manifestations de dirigeants qui disent oui, il va falloir faire quelque chose. C'est sûr. Ok. Quels sont, Jean-Paul, pour toi, les fondamentaux du métier commercial ? Quelque chose qui me semble être un peu battu en brèche, c'est le fait que, quelque part, parce qu'on a un beau sourire, une poignée de main ferme et une présentation impeccable, donc un contact avec l'autre globalement encourageant, ça va suffire. Moi, je m'insurge contre ça. C'est un bon début, mais
ça va pas suffire. C'est un bon début. Il y a une volonté de communiquer. On est tourné vers l'autre. On entretient une conversation agréable. On commence à faire ce qu'on appelle le small talk dans de bonnes conditions. C'est prometteur, certes, mais comme je l'ai vécu moi-même, je reste très vigilant là-dessus. Ça suffit pas. On met pas un commercial sur la route sous prétexte qu'il parle bien aux clients. Souvent dans les services clients, et je l'ai connu dans le monde du transport, les exploitants qui sont très qui ont une image de service, une idée du service assez approfondie, on dit, oh là là, lui, il fera un bon commercial. Non, c'est pas vrai. Il fera pas un bon commercial. Il fait bien son métier d'exploitant, donc il se met au service du client. Le client est satisfait, certes, mais ça suffira pas pour conquérir. Les techniques de vente, pour répondre à ta question, le premier fondement, c'est d'être détenteur des techniques de vente et de savoir les opérer. Et ça, si on l'a pas, on revient au sujet précédent, on rentre très très vite dans l'obsolescence. Rencontrer beaucoup de monde et ne jamais rien signer ou signer très peu, ça durera pas. C'est pas possible. C'est vrai, on pense souvent quand on embauche un commercial que c'est la présentation et le fait qu'il parle beaucoup qui va faire de lui un bon commercial, alors que c'est plutôt le bon commercial, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui sait écouter plutôt qui sait parler. Ben oui, ça commence par là. Comment je peux vous aider? Dites-moi en plus pour que je puisse comprendre comment vous fonctionnez. Il faut qu'on aille un peu loin quand même. L'argumentaire, c'est pareil. Si c'est pour dire nous, on est les premiers, nous, on est ISO machin, nous, on est ceci, cela, le client achète toujours pour ses bonnes raisons et pas pour les bonnes raisons du vendeur. Donc souvent, l'objectif, c'est de se repositionner en face du client en essayant de se mettre à sa place. Et ça, ce sont des fondamentaux. Si on parle de la négo, c'est la même chose. Si on parle du closing, c'est la même chose. Pourquoi tu n'as pas signé? Parce qu'il voulait réfléchir. Et non, ton métier, c'est de l'inciter à signer, non pas par tous les moyens, mais si tu écoutes le client, il signera dans 1 an et demi ou dans 2 ans, ou il signera avec ton concurrent. Tu es payé pour ça. Donc ces fondements-là, ceux qui ne les ont pas aujourd'hui, ça commence à leur faire défaut. C'est ça. C'est challenger le statu quo qui est le plus compliqué dans ce métier, malgré tout. Alors, je retiens l'expression que je n'avais jamais entendue, mais je la réemploierai. C'est exactement ça. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale? Je pense que la première démarche, c'est l'humain, quoi. On va pas avoir des numéros, on n'est pas dans quelque chose qui est un processus mécanique. On a affaire en face de nous à des gens qui ont pas le même cerveau que nous, qui n'ont pas forcément les mêmes réactions, et qu'il faut commencer par rassurer. Moi, quand je m'assois en face de quelqu'un, que je vois qu'il se met en position d'écoute et qui dit « je vous écoute », je me dis, il n'y a rien de fait, quoi. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que je vais, aujourd'hui, la population que je rencontre, ce sont souvent des DRH ou des directeurs commerciaux. Et ces gens-là sont méfiants. Quelle que soit la porte par laquelle on est arrivé là, quand on est là en face de l'autre, c'est un bon début, mais les valeurs qu'on va afficher, la notion d'écoute qu'on va développer, les éléments d'argumentation qu'on va, la facilitation qu'on va mettre dans notre argumentation pour faire comprendre aux clients qu'on a compris sa problématique ou son attente et qu'on va essayer d'y répondre de la meilleure façon possible, c'est déjà c'est un pas en avant qu'on fait vers l'autre, en affichant cette valeur humaine quelque part, même si on n'est pas d'accord sur des conditions, qu'elles soient tarifaires ou autres, on déclenche quelque chose qui est plutôt positif, qui est de dire c'est un vendeur authentique, c'est un commercial authentique, et j'aime bien ça, j'aime bien la façon dont il m'aborde. Donc on va tout faire pour essayer de faire quelque chose ensemble. C'est pour ça que je pose cette question sur les valeurs, justement. Pour moi, les valeurs, c'est important de les défendre. Absolument. Et c'est comme ça qu'on se fait respecter, notamment dans ce métier. Il m'est arrivé, moi, de dire à des gens, vous avez sans doute un des meilleurs opérateurs du marché, je suis pas meilleur que lui, et je pourrais pas vous aider. Je vous amènerai rien de plus que ce que vous n'avez déjà, à part à la marge quelques petits trucs peut-être, mais changer pour changer ou travailler avec moi
aujourd'hui, ça ne vous apportera rien. Et quelque part, je souhaite rester en contact avec vous parce que les choses peuvent changer. Mais aujourd'hui, je vois pas ce que je peux faire de mieux. Et les gens, pratiquement tous m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, je me rappellerai de ça. Je me rappellerai de ce que vous venez de me dire. Et puis, je garde précieusement vos coordonnées. Et avec certains, il y a eu des demandes par la suite sur d'autres activités qui n'étaient pas couvertes par le prestataire du moment. Et les gens me disaient, je me rappelle de ce que vous m'avez dit, vous avez été très honnête, vous avez été facilitateur, franc, direct, voilà, j'avais bien aimé. J'aimerais bien bosser avec vous, même si c'est un petit business, mais voilà, j'aimerais bien que ça aboutisse. Donc on est bien dans quelque chose qui est, enfin le client est pas forcément idiot et il sait ce qu'il doit à la relation. Et il sait y revenir s'il y a besoin. C'est ça. Est-ce que tu as des habitudes types dans ta semaine pour développer tes ventes ? Oui, j'essaye de garder le contact avec mes clients, ce qui est de plus en plus difficile. Alors clients ou prospects, ce qui est de plus en plus difficile. Si on se coupe du marché, on est rapidement, on est vite ensorcelé par l'oubli. C'est-à-dire que on fait autre chose. C'est souvent ce que déplorent d'ailleurs les directeurs commerciaux ou les managers des ventes en disant si on les booste pas, il y a un moment où ils se remettent dans le confort de leur bureau, ils ne font rien. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est comme un sportif de haut niveau qui un beau jour ne s'entraîne pas, il dit j'irai demain et puis le lendemain il y va pas non plus, j'irai après-demain et puis au moment où arrive la compétition, il est hors de forme. C'est un peu ce qui nous arrive et moi j'ai une routine, à laquelle je n'arrive pas toujours à satisfaire, c'est d'appeler au moins une personne par jour, au moins, en me disant j'ai l'obligation de le faire. Parce que si je ne le fais pas, je le repousserai à demain, qui repoussera ensuite au surlendemain et je ne le ferai plus. Ça peut être des prospects, ça peut être des clients. Oui, des gens que j'ai rencontrés qui me disent écoutez, je vous rappelle d'ici le 15 juin, et le 15 juin, il s'est rien passé, donc le 16, j'appelle. Parce que je me dis, c'est mon métier, c'est mon boulot. Alors aujourd'hui, je le vois par le prisme du fait que je suis indépendant et que je commercialise mes propres solutions, mais quand j'étais au service de mes employeurs, je me disais, je suis payé pour ça, donc je dois le faire. Exactement comme un sportif va à la salle de sport ou va courir parce que dans son job, c'est indispensable pour rester dans le moule. Merci, tu me permets une bonne transition pour la prochaine question, qui est justement sur l'énergie pour performer dans la vente. Est-ce que tu as des stratégies particulières? Qu'est-ce que tu conseilles pour avoir une bonne énergie pour être bon en vente? D'avoir une bonne hygiène de vie, tout simplement parce que nous sommes en représentation et qu'on peut pas bâiller devant un client, on peut pas bégayer devant lui, on peut pas arriver en retard, on peut pas être débraillé, on ne peut pas tout ce qu'on pourrait imaginer de l'image du commercial qui fait pas grand chose et qui gagne de l'argent facilement en roulant dans une belle bagnole et en travaillant 4 heures par jour, et là je plaisante pas, je trouve que c'est grave parce que certains jeunes ont cette image-là du métier de commercial. Quand je les interroge, j'interviens dans 2 écoles de commerce, je leur dis pour vous la notion c'est quoi le commercial? Et très souvent, c'est dépeint comme ça. Il fait rien ou pas grand-chose. Il est toujours en belle voiture et il est souvent en représentation, notamment en after work. C'est plutôt ça qui tiennent les jeunes. Et je leur dis ça, c'est le loup de Wall Street et ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Vous ne verrez pas un commercial qui gagne sa vie correctement et qui ne travaille pas. Ça n'existe pas. Donc l'hygiène de vie, d'abord, c'est une façon de se respecter, mais chacun voit midi à sa porte. Je veux pas donner de leçons à personne, mais on peut pas dormir 4 heures par nuit quand on fait du commerce, quoi, parce que à 3 heures de l'après-midi, on s'endort. C'est pas possible, c'est pas imaginable. Voilà, on peut pas arriver en retard à 2 rendez-vous sur 3. On peut pas téléphoner au client en disant j'ai eu un souci de voiture, je reprendrai contact avec vous parce que là je pourrais pas honorer le rendez-vous. Je l'ai vécu moi ça, des collègues qui faisaient ça, qui s'étaient levés trop tard. C'est pas imaginable. C'est pas imaginable. Donc pour maintenir son énergie, il faut avoir une bonne hygiène de vie, comme dans beaucoup de métiers. Mais on n'est pas les seuls. On pourrait pas imaginer
un conducteur routier qui a fait la fête et qui prend 138 tonnes à 6 heures le matin. C'est pas imaginable. Et plein d'autres métiers comme ça. Un prof de philo qui arriverait après une nuit de bringue pour faire un cours de 2 heures, il tiendrait pas la distance. Donc on est bien dans quelque chose qui est d'abord une question de respect de soi-même pour se présenter dans le meilleur des cas. Et pour rebondir à ce que tu disais, je suis d'accord, souvent dans ma carrière, j'ai vu ça, le commercial il était considéré comme celui qui faisait rien, et les autres à la production ou à la technique, ceux qui travaillaient. Et il y a souvent eu une opposition à ce niveau-là entre les deux. Clairement. Je suis clairement d'accord avec toi. Sachant que on va facilement au restaurant pour inviter nos clients, on est facilement invité à une inauguration ou de locaux ou je sais pas quoi. Donc, qu'est-ce que disent les autres ? Ils foutent rien, quoi. Ils sont tout le temps en train d'avoir un verre à la main et de faire les beaux. Mais grosso modo, ils savent rien faire d'autre. Et cette image-là, moi, je l'ai eue il y a 2 ans dans une présentation que j'ai faite dans une école du transport qui m'est chère, puisque j'interviens dans cette école depuis que j'en suis diplômé, parce que c'était dans les années 90. Chaque fois que je demande à des jeunes quelle est votre image du commercial, c'est toujours la même chose qui revient. Et je leur dis, mais ça n'existe pas. Quelqu'un qui fait ce métier-là sans travailler, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça. Jean-Paul, qu'est-ce que c'est pour toi une vente parfaite ? C'est quand le client dit « je suis content d'avoir signé avec vous, je suis sûr qu'on va faire de belles choses, je suis sûr que ça va bien se passer ». Ça n'arrive pas tous les jours. Mais effectivement, quand on a aligné les 2 signatures sur le fondement des valeurs dont on parlait tout à l'heure, on a cette réflexion-là, de dire je suis content que ce soit vous, je suis content qu'on arrive à faire un deal ensemble, je suis sûr que ça va bien se passer. Et ça, c'est une satisfaction au-delà du chiffre d'affaires et de la taille du deal, c'est aussi une satisfaction personnelle, de se dire je suis content d'avoir mené à bien ça parce que ça lui plaît, et il prend du plaisir dans cette signature. Qu'est-ce que tu fais dans ton métier commercial pour progresser ? Est-ce que tu as mis en place des choses, des stratégies particulières ? Alors, déjà, je cherche, mais je l'ai pas là autour de moi. Mais je suis abonné au magazine Action Co depuis plus de 10 ans, qui est le magazine des commerciaux. Et puis j'ai une veille continuelle sur les réseaux sociaux. Je suis actif sur LinkedIn, mais tous les cadres de ce métier qu'on pourrait énumérer in fine, je suis de très très près ce qu'ils font. Nicolas Caron, qui est un copain maintenant et avec lequel j'ai un bon rapport, qui vient de terminer son 3e livre qui s'appelle Lève-toi et négocie, qui va sortir je crois en octobre. J'ai souvent de bons contacts avec lui. Là, je suis en train de faire une certification à la négociation d'influence. On a parlé de négociation tout à l'heure, et je crois que c'est le prochain enjeu des commerciaux dans les années qui viennent. Là, si on n'est pas capable de donner la réplique à la hauteur qui est demandée par les acheteurs en termes de négociation, même si on a fait une bonne entrée en matière, si on a un bon relationnel et qu'on déploie des bonnes séquences de découverte d'argumentaire, à plus forte raison, si on n'est pas bon dans la négo demain, ce sera vraiment pénalisant. Je pense que c'est le prochain enjeu, et l'inflation là nous le prouve. Donc là, je suis entré dans une phase de certification à la négociation d'influence. J'en ai pour 3 mois encore, et je pourrais... J'ai fait cette formation, c'est l'Institut NERA, non, avec Julien Pellabert ? Absolument, c'est Julien Pellabert. Ok. Et tu as lu ce livre, donc j'imagine ? Absolument. Je l'ai lu il y a 15 jours, 3 semaines. Et d'ailleurs, j'en avais mis un petit post sur LinkedIn parce que je trouve que c'est assez puissant. Donc le livre, pour ceux qui nous écoutent, c'est Pitch et influence, remporter l'adhésion et neutraliser les objections. Je crois que c'est chez Duno, me semble-t-il. C'est ça. Et c'est préfacé par Michael Aiglar. C'est ça. Donc, et j'ai fait cette formation NERA de la négociation, très très intéressant. Ouais, voilà. Dans la négociation, il y a des exigences particulières qui sont des exigences de vie. Hein. Tu le sais aussi bien que moi, mais on peut le partager avec nos auditeurs.
il y a de la mécanique dans la négociation, il y a des choses à savoir, il y a des conduites à tenir qui sont purement de la technique, du savoir-faire professionnel, mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément d'humanité dans la négociation. Moi, ça me passionne à cause de ça. On peut arriver à avoir des résultats différents selon que on décide d'être, de se mettre au service de l'autre ou pas. Être d'accord au final sur l'enjeu final partagé, c'est la base. Absolument. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette négo? C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette signature si on arrive à la paraffer? Qu'est-ce que ça engage pour nous? Et ça change tout. C'est sûr. Parce que le but, c'est d'aller vers ce même chemin ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière, Jean-Paul? Le conseil, c'est que c'était jamais fini. Voilà. C'est jamais. Enfin, comme les choses ne sont jamais finies, on ne peut rien lâcher. Voilà. Donc la pugnacité, la détermination, la dynamique sans cesse répétée, ça fait partie des fondements du commercial. Moi, j'ai eu cette chance-là, c'est de comprendre très très vite que sans travail, on n'y arrivait pas. Sans approfondissement, sans remise en cause, on n'y arrivait pas. J'ai eu 2 ou 3 directeurs commerciaux ou managers des ventes qui m'ont marqué par leur sens du marché, en disant dans le boulot qu'on fait, c'est jamais fini. Il faut toujours recommencer. Il faut toujours être pugnace parce que on peut avoir signé un deal le 1er mars qui soit remis en cause le 30 juin. Il va falloir y retourner. C'est pareil. On a un problème, on a mal compris, je sais pas quoi. Donc plus on sera excellent, plus on se mettra de chance de notre côté, mais c'est jamais définitif. Comme tu l'as dit au début de notre entretien, où tu as cité Nicolas Boileau, sans cesse sur le métier remettre l'ouvrage, c'est ça? Ouais, exactement, tout à fait, c'est ça. On peut jamais s'arrêter, quoi. Alors, il n'y a pas que dans notre métier, je vois des chefs étoilés qui disent c'est jamais fini, c'est jamais gagné. On a 2 étoiles, on peut en perdre une à n'importe quel moment. Donc avant d'aller chercher la 3e, il faut déjà consolider, il faut donner des gages d'excellence renouvelée. C'est un peu la difficulté de notre métier qui est pas toujours considéré comme à sa juste valeur ou à sa juste difficulté. C'est que ce qu'on demande à des commerciaux, c'est de faire entrer les prospects dans l'entreprise pour qu'ils soient clients. Et derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est que ce que ne voient pas souvent les gens de l'entreprise, c'est qu'une fois que le client est là, le commercial ne peut pas y consacrer 100% de son temps, puisqu'on lui demande de retourner en chercher d'autres. Donc, c'est quelque chose qui est un process quasi industriel qui fait dire à certains, une fois que les clients sont là, le commercial, il s'en fout. Mais oui, mais c'est ce qu'on lui demande aussi. Donc, il ne peut pas s'en foutre, c'est pas imaginable, parce que c'est son client et que quelque part, il doit assurer une relation client qui soit acceptable pour tout le monde. Mais il faut aussi considérer que il n'est pas payé pour amener un client, il est payé pour en amener plusieurs dans l'année, avec un chiffre d'affaires conséquent, donc il est obligé de se démultiplier. Et ça, souvent, les gens ne le comprennent pas toujours. C'est vrai. D'ailleurs, Jean-Pascal Mollet, que tu dois connaître et que tu dois suivre aussi, dit souvent les chasseurs ont tout à gagner et les éleveurs ont tout à perdre. Oui, c'est vrai. On peut pas rester au bureau à traiter son fichier client en se disant je m'assure que tout va bien. Même si on est obligé d'y passer du temps, on est aussi astreint à l'impérieuse nécessité d'aller chercher de nouveaux prospects pour les transformer en clients. C'est d'abord pour ça qu'on est payé. L'objectif, il est là. Très rarement, on donne en objectif numéro 1, on ne donne jamais au commercial de conserver 100% de son fichier client. On commence par lui demander un effort supplémentaire de X milliers d'euros nouveaux. Et après, on lui dit, bien évidemment, il ne faut pas que tu perdes de clients. Donc, c'est assez complexe. On arrive à la question centrale de ce podcast que je pose à tous mes invités, que j'aime beaucoup. Quelle est, selon toi, Jean-Paul, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé? Il faudrait le demander aux gens que je rencontre, ça serait plus objectif. Moi, je ne peux pas supporter de ne pas dire la vérité à un client ou de ne pas de lui cacher certaines choses. Donc, je pense pouvoir dire que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'était des choses qui étaient complètement véritables et vérifiables. C'est-à-dire que si je vous dis que c'est possible, c'est que ça l'est, et je peux vous le prouver.
je veux pas arracher une signature pour aller me cacher quelque part derrière et qu'on ne me retrouve pas. Voilà, et laisser aux autres le soin de débrouiller mon embrouillamini. Donc, je pense que ma meilleure qualité, c'est d'avoir toujours été authentique et d'avoir dit la vérité à mes clients dès le départ. Non, c'est pas possible. Ou à ce prix-là, je pourrais pas travailler. Ou à cette condition-là, on ne pourra jamais signer. Mais je vais tout faire pour essayer d'arriver à ce que vous me demandez. Mais si ça n'est pas possible, nous en resterons là. Comme je dis souvent aussi aux équipes que j'ai formées, je suis d'accord avec toi. C'est pas parce que notre métier est quelque part d'embellir un peu le cadeau qu'il faut mentir sur ce qui est à l'intérieur. Exactement. Je crois que c'est vraiment important parce que il y a eu une période où les vendeurs avaient assez mauvaise presse. On se rappelle des galettes de Pont-Aven et des films qui tournent en dérision les commerciaux. Le fameux Jean-Claude Convenant. C'était des caricatures, mais la caricature, si elle existe, c'est parce que y a des fondements qui la font exister. Donc les fameux clichés dont on parlait tout à l'heure, ils n'ont pas été inventés, c'est une réalité. C'est le monde d'avant. Donc aujourd'hui, on est obligé de donner des gages d'expertise bien meilleurs pour que l'expérience du prospect soit la meilleure possible. C'est ça. On sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier commercial. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que c'est pour toi la bonne organisation commerciale ? Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Certains employeurs, pensant bien faire, il ne faut pas les accuser de manichéisme, mais pensant bien faire, disent telle personne là est a un contact excellent, il fera un bon commercial, je le mets sur le terrain. Je lui donne une voiture, je lui donne une petite rallonge financière, je l'assujettis à des primes d'objectifs et ça va le faire. J'ai rencontré une jeune fille qui était dans cette situation-là, ça devait être en 2019. Elle était au bord de la dépression nerveuse, elle était au bord du burn-out. Et elle m'a expliqué, les larmes aux yeux, ce qui lui arrivait. Elle travaillait dans une entreprise de transport où elle était une excellente exploitante. Elle avait la conscience professionnelle de la personne qui veut à tout prix bien servir le client. L'employeur a transformé ça en qualité commerciale. Il lui a proposé un poste, elle l'a accepté alors qu'elle ne connaissait rien à ce métier-là. Et il l'a mis sur la route comme ça. Et dans le cas, je la croise dans le cadre d'une formation où je sentais bien qu'elle était un peu bloquée. Et en discutant avec elle le midi, elle était à deux doigts de pleurer. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous pose problème ? Alors elle me dit, d'abord, j'ai aucune technique de vente, c'est pour ça que je suis là. Vous m'avez appris plus de choses ce matin. J'ai appris plus de choses ce matin qu'en un an et demi de terrain. Et certains matins, je suis tellement perdu que je prends ma voiture et je pars n'importe où. Tellement que je suis perdu. Elle avait jamais appris à prendre de rendez-vous. Voilà, tu imagines, c'est vraiment une situation que je ne souhaite à personne. Donc, elle ne pouvait pas avoir d'organisation puisqu'elle était complètement perdue. Elle était dépassée par le côté logistique de la mission. Elle avait 3 départements. Elle avait des difficultés à s'orienter, à s'organiser. Elle n'imaginait pas qu'un rendez-vous à 10h à Clermont-Ferrand ne pouvait pas permettre un rendez-vous à 11h à Vichy. Enfin, je donne des exemples un peu dans le vide, mais c'est un peu ça. Elle était complètement perdue. Donc, l'organisation, au même titre que la compétence métier, l'organisation est une des composantes de la compétence métier. Donc dans ce métier-là, si on est itinérant, il faut savoir prendre en compte l'itinérance. Moi, je demande toujours aux commerciaux que j'accompagne, je leur dis, est-ce que pour vous, l'organisation logistique est un avantage ou un inconvénient ? Il y en a beaucoup qui disent c'est un inconvénient, parce qu'ils ne savent pas s'organiser. Donc je réponds à ta question très directement. Que faire ? Il faut déjà détenir le Graal de l'organisation. Qu'est-ce que je fais, combien de temps ça me prend, où est-ce que ça m'emmène, une fois que j'ai terminé ça, qu'est-ce que je vais faire après, est-ce que j'ai des possibilités de le faire, est-ce que comment je m'organise, est-ce que je décale mon rendez-vous, est-ce que j'appelle mon client, est-ce que là il y a déjà une approche qui est le seul désir de faire ce que l'on veut. Il y a aussi la prise en compte de tout un tas de composantes qui sont sur le terrain. Et ça, c'est difficile parce que certains jeunes commerciaux n'ont pas cette approche. C'est sûr.
On va changer de sujet, on va parler gestion des émotions dans la vente, parce que c'est quelque chose on sait très bien qu'on achète avec ses émotions et qu'on justifie après par la raison, mais surtout la gestion des émotions pour les commerciaux qui doivent accepter les refus en permanence et gérer la pression des résultats imposés par la direction. Est-ce que tu as une stratégie à nous partager pour bien gérer ces émotions ? Ce qui est acquis, ce qui est décidé entre l'entreprise et ses commerciaux doit être respecté. Si on commence à tergiverser, on va devenir calculateur ou on va essayer on risque de marcher sur la bande blanche. C'est-à-dire que quelque part, ce qui fait foi, ce qui est la loi régalienne sur laquelle on ne va pas transiger, c'est ce qui a été décidé par l'entreprise. Que ça soit bien ou pas bien, ce qu'on en pense n'entre pas beaucoup en ligne de compte. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, on peut pas faire autrement. Donc à partir du moment où on sait ça, on dit plus facilement non. Alors au début c'est compliqué, hein. Mais voilà, si c'est pas possible, si on est au bas du tarif, si on peut pas faire mieux, on va être obligé de dire non et de dire on va s'arrêter là, cher monsieur, parce qu'on peut pas aller plus loin. Voilà. Même si intérieurement on en bout, on est révulsé par l'obligation. C'est l'obligation qui définit la règle du jeu. On prend pas le ballon à la main au football, c'est décidé comme ça, c'est parfois injuste, c'est parfois discutable, mais c'est décidé, c'est comme ça. Donc il y a penalty et on ne discute pas. Voilà, c'est quelque part, il y a des conséquences qui sont derrière après désastreuses. Peu importe, c'est comme ça. Souvent, on est un peu à la limite quand on est commerciaux, hein, ce que ne font pas les acheteurs. Les acheteurs, quand il faut dire non, ils disent non. Quand il faut rompre une discussion, ils la rompent en disant stop. Voilà, je peux pas vous donner plus. C'est pas discutable, donc on s'arrête là. C'est pas la peine d'aller plus loin. Et nous, on ergote toujours un peu. On essaye de jouer avec la règle. On revient devant la hiérarchie en disant oui, mais là, tu comprends, c'est un gros deal. On pourrait peut-être accepter. Tout ça, c'est contre-productif et ça nous apprend ou ça nous permet d'imaginer qu'on puisse aller plus loin que ce qui a été prévu, alors que c'est pas possible. Donc moi, ça me provoque des émotions. Tu parlais d'émotions, tu as entièrement raison. C'est un métier humain, donc forcément, il y a des émotions. Il m'est arrivé, moi, d'avoir envie d'en pleurer tellement que j'avais envie de signer ça et ma frustration était énorme. Ça me mettait en colère ou en dehors bien évidemment des rendez-vous. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, la première règle à suivre, c'est celle qui a été définie par l'entreprise. On peut s'en départir en privé avec son patron, mais on peut pas s'en départir face au client. Ça, c'est la première chose qui nous aide à gérer l'émotion, c'est d'accepter le règlement. Voilà, c'est comme ça. Des modalités de règlement qui arrangeraient le client et qui nous arrangent pas nous, non, monsieur, c'est paiement à réception de facture. Je suis désolé, c'est comme ça. Si ça nous empêche de travailler, je suis d'autant plus désolé que je peux comprendre votre demande, mais désolé, c'est comme ça. C'est la hiérarchie qui l'impose. Et puis la deuxième chose après, c'est souvent ça se rejoint avec la vie privée, c'est apprendre à dire non. C'est la deuxième façon de gérer ses émotions, c'est que quand il faut dire non, il faut le dire tout de suite. Voilà. On peut pas dire je vais voir ce que je peux faire. Écoutez, je reviens vers vous. J'en parle avec ma hiérarchie. Et si on sait depuis le début que ce sera impossible, il faut dire non tout de suite. Et la capacité à dire non d'un certain nombre de commerciaux, notamment en termes de négociation, elle n'est pas élevée. Hein. La majorité ne sait pas dire non. C'est sûr. Je suis d'accord. Il y en a peu qui savent dire non, alors que ça ouvre un autre dialogue en plus. Ça permet d'aller sur d'autres pistes la plupart du temps, de savoir dire non. Oui, et puis souvent ce que je dis, c'est que quand il s'agit de nos propres intérêts, même s'ils sont mineurs, on sait dire non. On sait convaincre l'autre. On sait le ramener à la raison. Imaginons qu'on soit tous les deux dans une rue de Toulouse et que qu'on décide d'aller déjeuner. Tu veux aller manger un steak frites et moi je veux manger italien. Il va bien falloir qu'on se mette d'accord. Hein, il va bien falloir qu'on déploie nos arguments pour se convaincre l'un l'autre que le meilleur des restaurants c'est l'un ou l'autre des deux. Et on va pas aller manger chacun dans notre côté. C'est pas possible. Hein, on va pas aller prendre une entrée
dans un steakhouse et finir avec une pizza à la pizzeria d'à côté. C'est pas imaginable. Donc, quelque part, quand il s'agit de défendre nos intérêts, on sait dire non. On sait dire non ou on sait ramener l'autre à la raison. Donc, il n'y a pas de raison que dans le cadre professionnel, sous prétexte qu'il y a du deal au bout, on s'amuse à faire des compromissions qu'on sait d'avance dédiées à la nullité. C'est ridicule. Ok. Qu'est-ce que tu crois vrai, Jean-Paul, qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde ? La question est déjà complexe. Ce que je crois vrai, c'est que les clients sont bien plus intelligents, bien plus intuitifs qu'on ne l'imagine. Le nombre de gens qui m'ont dit mais si ça va passer, tu vas voir, il va et qui n'est pas passé, c'est le client est bien plus intelligent qu'on ne l'imagine et bien plus intuitif. Intelligent, j'aime pas trop le terme, mais on lâche tellement de choses qui disent le contraire de ce qu'on avance par notre non-verbal, par notre savoir-être, que quelque part le client est très intuitif. Et on ne peut pas, il faut le traiter à la hauteur de ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un d'exigeant. Ok, d'accord. J'aime j'aime cette approche. C'est pour ça que le vol par ruse est généralement voué à l'échec. On le voit bien. Quelque part, le client est intuitif. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial ? De me former d'abord et d'aller vendre après. Ce que je n'ai pas fait à l'époque. Mon patron me disait, mon patron était un technicien, il connaissait rien au commerce. Mais parce que je lui avais ramené quelques comptes qui étaient des comptes d'anciens clients que j'étais retourné chercher, j'avais plutôt été, persuasif, mais j'étais pas du tout, il n'y avait pas de technique de vente là-dedans. Il m'a pris pour un commercial de haut vol. Et j'ai pris quelques vestes, je me rappelle encore, d'acheteurs qui étaient impitoyables. On était dans les années 90, c'était la grande période de la vente des acheteurs de grande distribution qui faisaient la pluie et le beau temps. Et j'ai pris tellement de vestes qu'un jour je me suis dit, si j'ai pas une formation immédiate, je m'en vais parce que je ferai plus ce travail-là parce que très franchement, je peux pas aller d'échec en échec. Donc oui, mon meilleur conseil, ça serait de dire attendez, si vous n'êtes pas prêt, écoutez pas ceux qui vous disent que vous êtes bon. Si vous n'êtes pas prêt, si vous estimez ne pas savoir faire, allez en formation tout de suite. D'accord. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est selon toi la compétence mentale, en l'occurrence, qui a pu limiter ta progression ? Peut-être le fait de me dire c'est pas si compliqué que ça, ou c'est pas un dossier complexe, c'est pas le fait de me dire que ça méritait pas, non, que ça n'était pas utile, de passer du temps sur quelque chose qui paraissait simple. Et en fait, non, il y a la première marche de l'escalier, c'est l'expérience face à face, mais ça suffit pas. Il faut aussi travailler. Il faut travailler ses solutions, il faut mettre de l'intelligence là-dedans, il faut y passer du temps, il faut le confronter avec d'autres. On parlait de négociation tout à l'heure. La négociation, c'est quelque chose qui se partage avec les autres. Ce que font les acheteurs, ce que font pas les vendeurs. Je te dis, tiens, est-ce que tu veux... Je vais te présenter mon plan de négociation et tu me dis ce que tu en penses. Tu vas peut-être voir quelque chose que je n'ai pas vu. Donc, oui, ce qui pourrait être limitant, c'est l'idée de se dire que voilà, à un moment ou un autre, le client aura besoin de mon produit et donc ou de ma solution. Donc, je vais pas y mettre beaucoup de temps. Ça devrait le faire. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ok. Est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire, Jean-Paul ? Je viens du monde du sport, donc forcément, j'ai des acquis mentaux sur la motivation, la réussite, le résultat. J'ai la culture du résultat, par exemple. Donc je me dis quand je vais voir quelqu'un, c'est pour gagner mon dossier, c'est pour avancer dans mes objectifs, c'est pour signer pour ma boîte. Voilà. Mais j'ai pas de punchline particulière sur le sujet. D'accord, ok. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je remercie pour cet échange et ce que tu as pu partager. Mais comme tu le sais, moi aussi, je viens du sport. Ouais. Et je termine toujours cet échange par un top 5. 5 questions rapides. Je t'en prie. Où l'objectif, c'est que tu répondes du tac au tac. Oui, je vais essayer. T'es prêt ? Oui. Allez, ça marche. Une citation qui t'inspire et qui pourrait inspirer les futurs vendeurs légendaires. La compétence, c'est jamais une affaire de temps. C'est toujours une affaire de priorité. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire ?
Lève-toi Yvan, Nicolas Caron. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale. La veille commerciale chaque jour. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider dans votre recherche, dans votre problématique, dans votre demande? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une croyance limitante que tu as su briser. Personne n'a besoin de moi, grosso modo. Personne n'a besoin de moi, c'est-à-dire que personne ne m'attend. C'est à moi d'aller faire de faire le travail. La croyance limitante, c'est ils ont tous besoin de ceci ou de cela, donc je vais forcément leur rendre. Personne ne m'attend. Ok. Avant de se dire au revoir, Jean-Paul, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs? Oui, mon ami Fernandez, qui est un optimiste de nature. C'est un commercial, un formateur commercial qui a été commercial longtemps dans la vente de solutions d'archives. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais il vendait il vendait à la fois un produit et un service, et qui est un formateur excellent, travaille beaucoup, il apporte beaucoup aux alternants. Comment s'appelle-t-il? Stéphane Fernandez. Je te donnerai ses coordonnées. C'est un garçon assez impressionnant en termes d'optimisme. Il a toujours une banane et il a toujours le sourire, et il est alors là pour le coup là il en dira plus que moi sur le mental et sur l'optimisme, parce que c'est un optimiste né. Voilà. Ok. Où on peut te retrouver enfin? www.aliasformaco.com, qui est mon site web, mais surtout sur LinkedIn, parce que je publie tous les lundis. Tous les lundis, je mets une publication qui est en rapport avec le métier. Sur la négociation, là j'ai fait une saga sur la négo qui a duré 2 mois et demi. Tous les lundis, je mettais un petit truc sur les règles d'or, sur tous les aspects protocolaires de la négo. Et voilà, le sujet tourne toujours autour de la vente B2B. Ok. Voilà, donc on peut me retrouver très facilement sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ton futur au niveau commercial? Je me suis imposé des objectifs parce que je suis plus entrepreneur aujourd'hui que commercial, mais je me suis fixé des objectifs en me disant ça serait quand même un comble qu'un commercial de métier qui crée sa boîte ne s'impose pas des objectifs et surtout ne les réalise pas. Donc, ce que tu peux me souhaiter, c'est que les objectifs que je me suis fixés, qui sont modestes pour quelqu'un qui est solo entrepreneur, soient atteints le plus vite possible. Voilà. Donc, je soigne ça de façon régulière et intense. D'accord, parfait. Excellent, je te remercie Jean-Paul en tous les cas pour cet entretien. Marc, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. C'était un bon moment qu'on a passé ensemble. À bientôt Jean-Paul, bonne journée. Au revoir. À bientôt, merci à toi. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort, we'll be back.